Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à 2 semaines pile de la draft maintenant. Donc vidéo un petit peu spéciale pour parler de ça, de faire le profil de quelques joueurs qui peuvent être intéressants et surtout qui peuvent éventuellement être encore là au pick 18. Mais aussi sur voilà, quelques petites rumeurs, notamment les joueurs qui ont déjà passé des entretiens avec l'équipe. Il y a une liste assez longue déjà, et c'est normal, hein, les Bulls sont assez actifs pour préparer la draft. Il y a un peu de tout dans cette liste de joueurs qui se sont déjà entretenus, qui ont fait des workouts avec les Bulls. Il y a des intérieurs, il y a des arrières, il y a des ailiers, il y a des joueurs projetés voilà, milieu du premier tour, fin de premier tour, deuxième tour aussi. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, c'est très très varié. Certains joueurs où tu te dis, bon, peut-être que ça peut être des joueurs qui peuvent être signés pour la Summer League, pour le training camp en octobre, voire ensuite pour les Windy City Bulls. Ou alors ça peut indiquer que peut-être il pourrait y avoir du mouvement le soir de la draft et qu'on récupère un pic plus haut, un pic au deuxième tour. Tout est possible avec Arturas Karnišovas, on le sait maintenant. Donc voilà, faut garder un œil sur un petit peu toutes les options parce que voilà, on sait que voilà, on se ferme aucune porte et s'il y a une possibilité à exploiter, il est certain que Arturas Karnišovas et Mark Eversley vont l'exploiter. Euh, dans cette réflexion, aujourd'hui on va parler de 5 joueurs, faire un petit peu le profil, etc. de 5 joueurs, pas plus parce que je ne veux pas faire une vidéo non plus trop longue, mais on peut en faire une autre la semaine prochaine avec d'autres joueurs. Donc là il y a des profils assez différents, des postes différents, des joueurs qui sont pressentis autour de la 18e place. Donc certains vont peut-être partir avant, seront plus dispo quand ce sera notre tour, mais encore une fois, il est possible qu'on trade up. Enfin, c'est pas impossible qu'on trade up. Et un des 5 joueurs dont on va parler aujourd'hui devrait être encore là quand ce sera notre tour en pick 18. Donc il y a quand même des chances qu'on tombe dessus. Le premier dont je voulais parler, c'est Tari Eason, qui est un intérieur, poste 4, 21 ans, qui joue à Louisiana State University. Et le premier truc qui saute aux yeux avec lui, c'est ses mensurations. 2,5 m, mais une envergure monstrueuse de 2,18 m et des mains énormes, des paluches, mais monstrueuses, avec des mensurations similaires à celles de Kawhi Leonard, donc des mains interminables, des doigts monstrueux. Voilà, il avait presque les mêmes mensurations que Kawhi Leonard, donc et ça l'aide beaucoup défensivement avec voilà pour dévier beaucoup de ballons, couper les lignes de passe, démarrer des transitions où il va claquer des dunks de barbare. Euh, voilà, c'est un point fort pour lui, c'est ses mensurations, ses qualités athlétiques qui lui permettent d'être un défenseur assez actif et derrière voilà de foncer en contre-attaque et attaquer le cercle où il va scorer la majorité de ses points. C'est pas forcément un shooter à 3 points, voire pas du tout. C'est pas un gars qui a même un shoot ne serait-ce qu'en mid-range ou même capable de s'éloigner du cercle. La plupart de ses points, c'est en attaque du cercle, aller provoquer des lancers, encaisser le contact et rentrer ses lancers. Il met 80% de ses lancers francs avec un bon volume pour quelqu'un qui joue pas énormément de minutes. Il a été élu meilleur 6e homme de sa conférence, un petit peu comme Patrick Williams il y a quelques années. Euh, donc un 6e homme de luxe, il jouait même 24 minutes par match. Il jouait 24 minutes par match et il scorait pratiquement 17 points par match avec beaucoup de dunks en contre-attaque et des attaques du cercle où il va provoquer énormément de lancers. Donc arsenal offensif très limité. Voilà, encore une fois, très peu de shoot à 3 points, très peu de shoot ne serait-ce qu'en mid-range, etc. Mais par contre, en balle en 1 contre 1, il va attaquer le cercle, il va aller scorer au cercle avec pas mal de feintes et de moves où il encaisse le contact. Et donc c'est comme ça qu'il gère la plupart de son scoring. Donc c'est pas une panoplie offensive très étendue. Donc ça reste quand même un petit peu voilà. Sur certaines situations, il va avoir beaucoup de mal à faire la différence. Mais voilà, c'est un profil qui est capable d'apporter de la défense et de l'attaque sur de courtes séquences en sortie de banc, sachant que c'est un petit peu
quelque chose dont les Bulls ont besoin. C'est quelqu'un qui sort du banc et qui apporte du scoring. Alors là, c'est pas forcément par des 3 points, mais voilà, quelqu'un qui est s'il est capable d'aller au lancer franc, de provoquer, c'est aussi quelque chose qui manque dans cette équipe des Bulls. Donc c'est pour ça que ce profil est un petit peu intriguant. Il y a quand même des chances qu'il soit parti avant, mais encore une fois, on peut éventuellement trade up. Donc ça reste à envisager, même si c'est pas le mec qui devrait terminer chez nous. Euh, mais voilà, on part quand même dans l'hypothèse de on va re-signer Zach LaVine et les joueurs, un joueur qu'on va chercher à la draft et ensuite à la free agency, c'est des mecs pour garnir le banc, apporter plus de scoring parce que voilà, le scoring du banc était catastrophique l'an dernier. Donc voilà, peut-être sacrifier un petit peu de défense pour augmenter un petit peu le potentiel offensif du banc. Donc Tari Eason à ce niveau-là peut éventuellement faire le taf, même si encore une fois, il devrait partir peut-être juste avant. Un autre profil qui me plaît beaucoup, que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout, c'est E.J. Liddell de Ohio State, 2m1, 2m11 d'envergure, bon poste 4 qui peut éventuellement jouer 5 sur des small balls qu'on pourrait mettre en place. Potentiel défensif, gros potentiel défensif. Il lâche pas un play, il est toujours à fond, il va contester les drives, il va bloc, il va rien lâcher. Chase down block, il en a fait des tonnes. Les mecs qui partent en contre-attaque, ils filent derrière et grosse qualité de vitesse, grosse qualité athlétique pour venir close out et mettre un gros contre. Euh, voilà, vitesse latérale aussi pour bloquer les drives. Pour son gabarit, c'est quand même intéressant. Il est capable de switcher. Il fait vraiment des différences défensives. Il en a fait en université. Après, c'est toujours pareil, il faut voir comment ça se retranscrit en NBA, mais avec voilà, la vitesse et la puissance, voilà, il y a un mix quand même intéressant parce que tu vois les mecs driver sur lui, ils essayent de le dégager à coup d'épaule, mais c'est eux qui partent dans l'autre sens, quoi. Ils rebondissent sur lui, donc lui il les dégage. Il a quand même, il est quand même bien tanké du haut du corps, donc il est capable de contenir ça. Après, c'est toujours pareil, c'est comment ça se retranscrit une fois en NBA. Et là où il fait la différence par rapport à Eason, c'est qu'il a une palette offensive beaucoup plus complète. Euh, Très bon shooter à 3 points, catch and shoot. Il est très bon en pick and pop aussi. Il shoot à 37% à 3 points sur sa saison universitaire en prenant pratiquement 4 par match. Donc un volume intéressant. Beaucoup en tête de raquette, assez peu dans les corners quand même. Euh, il est capable d'aller au cercle aussi. Il peut jouer en post-up, il encaisse le contact, il finit près du cercle, il a un très bon toucher de balle. Euh, il est capable voilà, d'avoir plusieurs armes offensives et varier un petit peu les options. Donc voilà, en 1 contre 1, il est plutôt intéressant. Après, les limites qu'il a, mais qui ne sont pas forcément rédhibitoires pour moi, parce que c'est pas des trucs sur lesquels on va beaucoup l'utiliser, c'est la création pour les autres. Ouais, je pense que lui, c'est plus un finisseur qu'un créateur. Et c'est un thème qu'on va retrouver assez souvent sur les joueurs dont on va parler aujourd'hui. Des mecs qui sont capables de finir les actions, mais au niveau de la création, pour les autres, ça reste assez limité. Pas forcément des très bons passeurs, mais des scoreurs utiles et des profils capables d'apporter aussi de la défense sur certaines choses. Mais voilà, ce qui ressort le plus avec A.J. Liddell, c'est son énergie défensive, sa puissance. Il était comparé à Grant Williams, et quand on voit ce que Grant Williams fait dans ses playoffs, et il est encore là en finale NBA, ça peut être intéressant. Voilà, pas forcément le mec qui va apporter le plus de taille, mais qui est capable de compenser. Voilà, il fait partie de ces joueurs, comme on parlait de Daniel Theis à l'époque, capable de compenser son manque de taille relatif par voilà, une activité, une énergie de tous les instants, et du coup, tu ressens moins que voilà, il fait pas 2m12, mais voilà, il est là, il a d'autres choses qui compensent ce manque de taille. Et voilà, A.J. Liddell compense ça. Et en plus, voilà, apporte une menace offensive vraiment intéressante avec une grosse adresse extérieure et être capable de jouer en post-up également. Donc, un profil plutôt intéressant. Autre profil plutôt pas mal, qui sont coéquipiers à Ohio State, c'est Malaki Branham. Alors là, les 2 premiers joueurs dont on a parlé,
Eason et Liddell, c'est des joueurs qui ont fait plusieurs saisons universitaires. Et les 2 prochains, c'est des one and done. Voilà, une saison universitaire et ça file tout de suite. Avec des profils là aussi assez différents. Malaki Branham, 1m95, arrière donc à Ohio State, 2m8 d'envergure, pas mal pour, euh, pour un joueur de sa taille. Et c'est là aussi un potentiel offensif vraiment intéressant parce que il a une palette assez large parce qu'il est capable de rentrer énormément de mid-range. Un petit peu à la DeRozan, il sait aller sur ses spots favoris en mid-range et dégainer avec efficacité de ces endroits-là. Alors, pas avec forcément des spin moves, des feintes dans tous les sens, mais voilà, il sait créer le décalage pour aller sur ses endroits favoris et shooter de là. Donc, souvent dans les elbows, tête de raquette, il est assez efficace comme ça. Il a un très très bon shoot à 3 points aussi, notamment en catch and shoot. Euh, Tu vois, il se campe dans le coin, tu lui files la balle, boum, il dégaine, boum, il dégaine. Moins quand il doit sortir dribble et prendre le shoot lui-même, il est beaucoup moins efficace là-dessus. Mais malgré tout, euh, il est à 40% à 3 points sur sa saison universitaire. Shoot en progrès au fil des années. Très très bon dans les corners, très très bon voilà, en tête de raquette, dans les elbows, voilà, un peu partout derrière les lignes à 3 points, il est très solide. Mais c'est principalement du catch and shoot. Ce qui est, voilà, encore une fois, finition des actions, moins création pour ensuite prendre son shoot lui-même. Là, il est un petit peu plus limité. Et encore une fois, c'est un thème qu'on revoit pas mal sur les joueurs dont on parle aujourd'hui. Euh, En 1 contre 1, il est également capable de s'imposer physiquement. Mais voilà, c'est plus un joueur qui a besoin qu'on crée pour lui, qu'on le mette dans les bonnes dispositions. Et ensuite, il est capable de rentrer ses shoots. Mais voilà, pour se séparer de son vis-à-vis, c'est beaucoup plus compliqué. S'il est en 1 contre 1 et que voilà, qui part en drive, etc., il n'a pas énormément de. Comment dire? Son handle n'est pas énorme et en plus, voilà, il n'a pas énormément d'options pour essayer de créer un décalage sur son adversaire et ensuite, et ensuite prendre un shoot. Donc il se fait beaucoup contrer, il est beaucoup contesté parce que voilà, il a du mal à créer une distance avec son défenseur. Donc voilà, encore une fois, un joueur qui a du mal à, à créer son propre shoot et encore plus à créer pour les autres parce que c'est pas forcément un super passeur. Mais voilà, et en plus défensivement, pas forcément quelqu'un qui fait l'effort, qui est très investi. Il se fait beaucoup prendre de vitesse, il est pas là pour faire les close-out. Donc autant offensivement, si tu arrives à le mettre dans les bonnes conditions, il va t'apporter quelque chose. Autant défensivement, c'est un petit peu compliqué. Donc il me fait un petit peu penser à Kobe White, dans le genre, si tu me décales à 3 points et qu'en catch and shoot je bombarde, par contre derrière, défensivement, là il y a quand même beaucoup de limites. Il joue très peu sur son physique, il a pas vraiment, il n'est pas très alerte à ce niveau-là, donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Donc voilà, une balance attaque, défense, voilà, qui est quand même assez, pas extrême, mais voilà, il y a quand même un côté où ça penche beaucoup plus que de l'autre. Mais voilà, à voir, potentiel à développer là aussi, parce que comme c'est un joueur qui n'est que dans qui n'a fait qu'une année universitaire et qui n'a que 19 ans, il y a il y a des choses à travailler. Euh, Quatrième profil, là aussi 1 an universitaire, donc il y a des choses à travailler, mais peut-être un peu plus près en termes de défense, c'est Kendall Brand. Alors Kendall Brand, 2m2, 2m10 d'envergure, qui sort de Baylor. Euh, Lui, défensivement, déjà, il y a beaucoup plus de, de certitude, entre guillemets. Il est capable de jouer de son physique, il est capable de switcher parce qu'il a la vitesse latérale pour suivre un peu plus de gars. Même si, voilà, c'est toujours pareil, retranscrire en NBA avec des arrières qui vont à fond la caisse, c'est toujours plus compliqué. Euh, mais voilà, en termes de défense, il est déjà un peu plus. Enfin, il est même beaucoup plus aguerri que Malaki Branham, qui pour le coup est pas forcément solide à ce niveau-là. Mais voilà, un mec capable de couper les lignes de passe, de s'imposer physiquement, de contest, de partir en transition, de claquer quelques dunks bien sympas. Euh, et offensivement, c'est un mec qui va être
sur jeu placé, il va attendre le cut, le screen pour avoir l'espace dans le dos de la défense et aller claquer quelques dunks intéressants. Et là aussi, sans forcément être un bon shooter, mais là aussi ça se travaille, parce que c'est pas un gars qui va prendre beaucoup de 3 points ou beaucoup de mid-range. Il va focaliser la plupart de ses possessions offensives sur l'attaque du cercle après un screen où là, il bénéficie de l'espace pour aller cutter et claquer des dunks. Donc voilà, pas beaucoup d'options offensives, pas beaucoup de palettes offensives très développées, mais par contre, contrairement aux autres joueurs dont on a parlé dans cette vidéo, euh, très bon passeur, capable de créer pour les autres, envoyer des balles en alley-oop s'il voit que quelqu'un d'autre cut à sa place. Tu peux le mettre tête de raquette avec la balle et il va trouver le mec qui part au cercle. Il est capable aussi de partir en dribble et de kick out. Donc un potentiel un petit peu plus complet à ce niveau-là par rapport aux autres joueurs dont on a parlé, où c'est plus des finisseurs. Lui est un petit peu plus capable de créer, trouver le joueur démarqué et faire le dribble qu'il faut pour ensuite voilà, trouver ce joueur démarqué et faire la bonne passe. Mais par contre, voilà, son scoring se limite aux attaques du cercle parce que son adresse à 3 points est assez irrégulière. Il n'a pas forcément le shoot le plus fluide de la QV. Mais encore une fois, ça c'est des trucs qui se travaillent. Encore une fois, il a que 19 ans, donc tu peux parier sur son potentiel, même si euh, avec les déclarations récentes d'Arturas Karnišovas qui dit qu'il veut voilà, aller gagner rapidement, etc., comme il avait déjà dit à son arrivée. Mais il dit voilà, on a vu une bonne saison des Bulls, mais cette équipe et cette ville méritent plus et on doit faire plus vite. Est-ce qu'il veut prendre le temps de développer un joueur? C'est peut-être pas forcément l'idéal pour Kendall Brown et pour Malaki Branham d'arriver aux Bulls parce qu'on va peut-être pas forcément chercher à les développer plus que ça, quoi. Donc c'est pour ça que est-ce qu'ils vont vraiment être draftés par les Bulls? Je sais pas. Je pense que les Bulls cherchent un profil déjà un peu plus aguerri, avec moins de temps passé à le développer, mais voilà, qui soit capable d'apporter beaucoup plus. Et c'est pour ça que mon cinquième choix aujourd'hui s'appelle Ochai Agbaji. Et même si je pense qu'il va partir avant, il faut en parler parce que ce joueur me plaît beaucoup. Un arrière de Kansas, 22 ans, 1m97, une envergure à 2m9, fabuleux en catch and shoot. Ah, extraordinaire, il chutait à plus de 40% cette saison, à 3 points d'un petit peu tous les endroits et notamment dans les corners où il a été meurtrier. Mais catch and shoot également à mi-distance. Enfin bref, s'il est bien placé, si tu arrives à le démarquer sur des screens, tu lui files la balle et derrière il est capable de rentrer des shoots d'un petit peu tous les distances. Même on l'a vu rentrer des shoots euh, de un bon mètre derrière la ligne à 3 points NCAA, ce qui se rapproche plus de la ligne à 3 points NBA, qui n'est pas la même, qui est à 7,23 m en NBA et qui est beaucoup plus courte en NCAA. Je crois qu'elle est à 6,55 de mémoire. Mais voilà, même à longue distance, même bien derrière la ligne à 3 points NCAA, il est capable de rentrer des catch and shoot avec une facilité impressionnante. Il a un shoot tellement fluide, le fouetté de poignet et tout, l'équilibre, il est vraiment voilà, dans ce moule-là, vraiment un super joueur à ce niveau-là. Et il est également capable de claquer des dunks de barbare, un petit peu comme je disais avec Kendall Brown. Il bénéficie de screen, backdoor, derrière il a tout l'espace pour partir en cut et claquer des dunks en alley-oop. Kansas faisait énormément ce play-là où tu avais balle à l'opposé, un screen pour le libérer et il partait ligne de fond et claquait des dunks de barbare. Et c'est quelque chose ouais, qui peut être très intéressant pour nous. Alors après, c'est un arrière qui peut éventuellement jouer 3 sur du small ball, mais enfin, c'est quand même très limité parce que sa taille est quand même pas voilà, assez rédhibitoire pour ça. Mais voilà, il faut qu'il soit mis en condition. C'est encore un gars qui va pas être capable de créer énormément pour lui-même. Tu as l'impression que s'il part en 1 contre 1, il sait pas trop ce qu'il va faire balle en main. Son handle est pas fou non plus. Donc encore un finisseur, mais si tu le mets dans les bonnes conditions, si tu arrives à le libérer, que ce soit pour un catch and shoot à 3 points ou pour attaquer le cercle, ligne de fond,
il est capable de t'apporter beaucoup de points en sortie de banc. Et encore une fois, c'est, je pense, quelque chose qui va nous faire énormément de bien. C'est quelque chose qu'on va rechercher cet été. Quelqu'un capable de scorer en sortie de banc et voilà, élargir les défenses et être capable de provoquer du danger parce que ben voilà, on l'a déjà dit toute l'année, il n'y a que Kobe White qui est capable d'amener du scoring en sortie de banc et il ne le fait pas de manière très régulière. Derrière ça, bon bah voilà, tu as du Caruso, tu as du Ayo qui va progresser en espérant qu'il soit capable d'apporter un peu plus de scoring. Du Javonte Green qui a déclaré qu'il voulait lui aussi élargir sa palette offensive pour soulager les principaux scoreurs de l'équipe. Donc ça va être à surveiller, mais c'est vrai que le profil de Ochai Agbaji me plaît énormément parce qu'il est capable. Il a ce mix attaque-défense qui peut être vraiment intéressant parce que voilà, défensivement, c'est quand même un joueur qui peut switcher sur plusieurs postes, qui a le physique et l'envergure et la vitesse pour couvrir des joueurs peut-être un peu plus grands que lui aussi. Donc il peut garder 1, 2, 3, ça peut être éventuellement à surveiller. Donc voilà, on a fait pas mal de profils différents, même s'il y a des thèmes qui reviennent, hein, notamment l'incapacité de créer pour les autres et le fait qu'ils doivent être mis dans les meilleures conditions. Mais voilà, c'est des joueurs qui devraient être là quand ce sera notre tour, si on reste en pick 18. Mais encore une fois, il y a la possibilité de trade-up. Euh, on va voir. Il y a des joueurs là qui sont qui sont projetés entre 10 et 15. Il y en a d'autres qui sont voilà, entre 10 et 20. Euh, c'est toujours compliqué de prévoir qui sera là, qui va être encore dispo. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, élargir les horizons et voir un petit peu tout ce qui s'offre à nous en termes de possibilités. Donc on verra bien comment ça se passe. Là, on a déjà fait 5 profils. On en fera d'autres d'ici la draft, hein, donc probablement la semaine prochaine. Surveiller un petit peu aussi pour le poste de pivot notamment, parce qu'il y a pas mal de rumeurs, notamment avec Rudy Gobert dernièrement, même si c'est un petit peu compliqué d'y prêter attention, parce que c'est des rumeurs qui ne viennent pas des Bulls, qui ne viennent pas des insiders des Bulls, mais plutôt d'ailleurs pour dire est-ce qu'on pourrait intéresser les Bulls pour Rudy Gobert. Donc on développera ça dans la prochaine vidéo où on parlera un peu plus du secteur intérieur et des pivots qu'on pourrait éventuellement repérer à la draft et en fonction s'il faut trade up, trade down. Donc voilà, on se concentrera plus sur les intérieurs dans la prochaine vidéo. Là, on a fait des ailiers, des arrières. Voilà, on en garde un petit peu sous le coude pour la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi là si dans les profils qu'on a développés, s'il y en a qui vous plaisent. Et puis voilà, on continue de se capter sur Twitter, sur le Discord, sur les forums, etc. Donc en vidéo. Pas de quiz parce que là on est focus sur la draft, on reprendra les quiz un petit peu plus tard. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo la semaine prochaine et probablement une annonce intéressante aussi. Donc stay tuned, il y aura sûrement quelque chose à annoncer prochainement. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.